Un long couloir avec paquets de chips du sol au plafond. Des sucreries XXL comme ces tubes de bonbons. Il y en a 35 alignés. Ici, la taille des produits impressionne. J'ai pris cette sucette géante et cette énorme pot de gâteau. Au royaume du snack, 10 à 20 € la très grande boîte. On vient ici comme au spectacle. Il y a toutes les saveurs de chips possibles. Et les paquets sont immenses. J'ai l'air toute petite à côté. C'est moi qui suis la plus heureuse ici. Ma fille me dit « Maman, maman, je veux rentrer ». Mais moi, je veux toujours rester plus longtemps. 20 000 visiteurs en moyenne tous les jours. Le magasin de snack, 13 000 mètres carrés, le plus grand du monde, record homologué et même victime de son succès. Le 1er mai, 50 000 clients devant la porte. Les caisses ont dû fermer. Rupture de stock. L'approvisionnement en biscuits et en friandises est un défi quotidien. Là, nous sommes dans l'entrepôt. Il fait 7000 m². Nous envoyons 200 000 cartons dans les rayons tous les jours. Ça fait 500 ou 600 tonnes de snacks. C'est une nouvelle mode. Les Chinois avalent en moyenne 17 kilos de snacks par an, 2 fois moins qu'aux États-Unis, mais la consommation ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, 19% des enfants souffrent de surpoids et d'obésité. On a des bonbons à la gelée de fraises, des chips. On sait que ce n'est pas très bon, alors on ne lui en donne pas beaucoup. C'est une récompense, quand il a fini ses devoirs par exemple. Il a un quota par jour. Devant l'empire du snack, certains émettent quelques réserves. Les sucreries, ce n'est pas bon pour le corps des enfants. Il ne faut pas en manger trop. Il faut savoir s'arrêter. Si les adultes ont de mauvaises dents, c'est qu'ils ont mangé trop de bonbons. Mais à Changsha, comme ailleurs en Chine, la folie snack n'est pas près de s'arrêter. En Nouvelle-Calédonie, les partis non indépendantistes ont gagné du terrain lors des élections provinciales hier, mais ne sont pas majoritaires pour autant au Congrès. Ils ont obtenu 24 sièges contre 26 pour les listes indépendantistes, des listes qui sont divisées en 3 partis différents. C'était les premières élections provinciales depuis 2019 et on en parle tout de suite avec notre envoyé spécial en direct de Nouméa. Bonjour Karim Yahyaoui, vous m'entendez ? Oui, bonjour. Alors ces élections provinciales, elles étaient très attendues, elles n'ont pas eu lieu depuis 2019, mais elles n'ont pas bouleversé les forces en présence en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est vrai que ces élections étaient très attendues. Elles ont été reportées à maintes reprises, notamment en 2024, lorsqu'il y a eu une flambée de violence à cause d'un projet de loi qui voulait élargir le corps électoral, ce qui aurait réduit le poids politique des Kanaks et des indépendantistes ici en Nouvelle-Calédonie. Donc ces élections étaient très attendues. Pourtant, on a vu que la participation était en recul par rapport à 2019, moins 3 points, avec un peu plus de 63% de participation. C'est vrai que dans une des 3 provinces, la province sud, on a vu que les loyalistes, ceux qui s'opposent avec le plus de vigueur à l'indépendance, ont progressé. Mais sur l'ensemble des 3 provinces, c'est-à-dire la province sud, la province nord et les îles Loyauté, eh bien ça ne suffit pas pour faire basculer le Congrès, parce que de ces élections qui concernent évidemment le quotidien des habitants de Nouvelle-Calédonie, eh bien découle ce Congrès et ensuite le gouvernement qui sera mis en place probablement à la fin du mois de juillet, qui sera en charge de négocier avec les autorités françaises l'avenir institutionnel de l'île. En tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que les gens sont fatigués, usés des guerres politiques, même parfois à l'intérieur des différents courants, notamment du côté des indépendantistes. Ils constatent les effets de ces violences en 2024 qui ont plongé un peu plus la Nouvelle-Calédonie dans la crise. Et leur priorité aujourd'hui, c'est de retrouver un peu de paix, de retrouver un peu de pouvoir d'achat et d'imaginer un monde meilleur pour leurs enfants. En tout cas, c'est ce que nous ont raconté les électeurs qu'on a pu croiser. Et ces élections, Karim, elles sont cruciales pour l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, mais encore une fois, on voit bien le chemin s'annonce ardu.
Oui, parce qu'il n'y aura pas de majorité et donc on va continuer d'être dans une logique de blocage avec un espace politique extrêmement polarisé entre indépendantistes et non-indépendantistes. D'ailleurs, les partis qui ont tenté de jouer la carte du centre, la carte du Nini, n'ont pas réussi à convaincre. Et donc aujourd'hui, on va à nouveau avoir deux blocs qui s'opposent, qui s'affrontent et qui vont tenter de convaincre le gouvernement français que leur vision est la meilleure. Alors on a vu que les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui s'opposent à l'indépendance, sont plutôt en position de force dans la province sud, celle qui compte le plus de monde, mais qui a aussi le plus grand poids politique, mais ça ne sera pas suffisant pour forcément imposer une vision. On a vu aussi que du côté des indépendantistes, on n'était pas toujours en capacité de parler le même langage avec ces accords de Bougival qui étaient porteurs d'espoir pour certains habitants de Nouvelle-Calédonie et qui ont volé en éclats parce que la frange la plus déterminée, ou en tout cas certains diront la plus radicale, des indépendantistes a refusé cet accord. Donc le chemin promet d'être encore extrêmement compliqué. Merci à vous, Karim Yayaoui. Vous étiez en direct avec nous depuis Nouméa. Je vous rappelle les principales informations de ce journal avant de passer à notre focus. La tension qui baisse d'un cran au Moyen-Orient, selon des médias américains. Les États-Unis et l'Iran suspendent leurs attaques, en tout cas pour le moment. Selon Axios, une rencontre serait prévue au Qatar demain pour reprendre les discussions au sujet de leurs différends sur les détroits d'Ormuz. Ces derniers jours, les deux camps avaient repris les hostilités malgré le protocole d'accord du 17 juin dernier. La course contre la montre au Venezuela pour tenter de retrouver des survivants après le double séisme de mercredi dernier. Le bilan est grimpé à 1450 morts, mais il pourrait encore s'alourdir puisque 50 000 personnes sont toujours portées disparues. Le Canada est le premier pays qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après avoir battu sur le fil l'Afrique du Sud. Un but dans le temps additionnel, score final 1-0. Au prochain tour, les Canadiens devront affronter soit les Pays-Bas, soit le Maroc. C'est notre journal des sports.